nous allons réaliser des données de pointage grâce à physique. Bon, physique est en anglais, mais en français c'est exactement pareil, ce sont les mêmes images. Motion analysis, analyse de mouvement, vidéo, analyse de vidéo. Je vais chercher ma vidéo, dans mes vidéos, ce que moi je souhaite analyser. Voici la vidéo que je souhaite analyser. Donc maintenant je vais placer une échelle. Donc ici, nous, notre échelle c'était là 1 mètre, ça faisait 1 mètre, donc ça c'est quelque chose à faire à l'avance bien entendu, hein. Ça peut changer, vous pouvez faire un truc qui fait 50 cm, c'est aucun problème, mais il faut bien le placer. Tout en haut à droite, vous voyez le petit point rouge là, pour changer l'origine. Ben oui, l'origine, c'est là où je vais commencer mon 0. Je peux le commencer en haut, dans ce cas-là, ce serait négatif, hein, parce que quand ça va descendre, on aurait une donnée qui sera négative. Moi, je préfère avoir des données qui sont positives, donc je mets mon 0 en bas. Je clique à droite là, sur le pointing là, qui clignote en bleu, et je vais faire mon pointage. Donc le pointage, je vais le faire ici en haut, je clique sur le temps d'intervalle, je vais le faire toutes les 50 millisecondes. Alors mon téléphone, hein, vous voyez tout en haut à gauche en rouge, 67, hein, lui il peut le faire que toutes les 67 millisecondes. C'est juste ma vidéo qui est comme ça, hein. Je peux avancer, tout en bas vous voyez que vous pouvez avancer le curseur de la vidéo. Ça me permet de savoir quand la chute va commencer. Donc j'essaie d'ajuster au moment où mon œuf commence à tomber, parce que sinon je vais avoir tout plein de données qui seront inutiles. Je mets mon petit curseur ici et je clique pour avancer de 67 millisecondes. Donc, automatiquement, le programme va me trouver l'image qui a 67 millisecondes plus tard. À chaque fois, je dois, avec ma petite cible rouge, aller voir où est mon objet que je suis. Donc là, c'était notre œuf qui était protégé de sa chute grâce à un dispositif qu'on a imaginé, et puis on va analyser la chute de cet œuf avec son dispositif. À droite, vous le voyez, le temps est indiqué, hein, 2400 millisecondes, ici on est à 2467, donc on centre bien, et voilà. Alors bien sûr, le rebond ne sert à rien, ça sert à rien de faire un rebond. Bien sûr, si vous avez des problèmes, hein, vous pouvez cliquer en haut à gauche, vous voyez une espèce de corbeille, vous pouvez revenir en arrière sur la calibration. Maintenant on va aller tout en haut à droite, il y a une petite photo là, hop, ça me permet de faire une photo de ce que je viens de faire, et je vais cliquer sur résultat à droite, le petit bouton bleu. Là on a nos différentes données T, X et Y, on peut en trouver aussi d'autres, on va pas faire ça pour l'instant. On peut revenir en arrière, hein, bien sûr, hein, si notre pointage nous plaît pas, notre calibration, on peut à chaque fois revenir, il n'y a aucun problème. Donc maintenant je vais dans Notebook, et ici, voilà, j'ai l'ensemble de mes données. C'est magnifique, regardez, tout est là. J'ai ma photo, j'ai tout. Je peux exporter mes données en Python directement, en CVS. Donc CVS, c'est comme de l'Excel. On peut le faire en Python directement. Hop, c'est parti. On peut le faire de différentes manières. Bluetooth, ça peut aussi être par email, comme vous voulez. Je vais me l'envoyer en email. Tac. Eh bien, c'est parti. Et voilà, c'est terminé. Voilà notre fichier Python que nous souhaitons remplir. Vous avez extrait vos données sous forme de Python, et ici nous avons, c'est sous format texte en fait finalement, hein. Vous avez ici le temps, donc il suffit de reporter les données de temps par celles qui sont déjà indiquées ici. Ici nous avons les X, nous sélectionnons nos X, CTRL C, on arrive ici à LAX list, hop, CTRL V. Et enfin, on va terminer par Y. Donc, ça, ce sont nos données de position. On va mettre les Y là. Bien sûr, on peut avoir plus ou moins de données, hein, suivant ce que l'on a fait. Nous avons ici une échelle. On peut aussi estimer un saut, c'est-à-dire qu'il va diminuer le nombre de points pour une meilleure visibilité. Donc, suivant ce que vous avez, il va sauter tous les 2, tous les 3, tous les 4 données. On peut faire tous les 1 donnée, parce qu'ici on n'en a pas forcément beaucoup, hein, on pourra l'ajuster. On a par la suite une boucle qui nous permet de calculer la vitesse. Comme vous pouvez le voir, la vitesse est calculée de la manière suivante, hein. On a la position de Y en un point. Le point qui est juste avant fait la différence, qui va nous donner la distance parcourue divisée par le temps qu'il y a entre les deux. Alors ça, c'est une simplification extrême, bien entendu, parce qu'on part du principe que X ne varie quasiment pas.
comme vous le voyez ici, et donc en fait la vitesse ne serait qu'en Y. En vrai, c'est pas exactement comme ça, le programme est un petit peu forcé. Je l'assume complètement. On exécute, on peut bien sûr changer le programme à sa guise. Hein. On exécute le programme, et nous allons avoir une magnifique image. Regardez-moi ça comme c'est magnifiquement beau. On a une très belle image qui nous représente les différentes vitesses à différents points. On peut ajuster bien entendu la couleur, on peut ajuster plein de choses. On a à chaque fois la donnée. On peut mettre aussi une flèche tous les 2 points, tous les 3 points. C'est comme l'on veut. On peut aussi changer le titre des abscisses et des ordonnées. Vous pouvez aussi extraire vos données en format CSV. En format CSV, le mieux c'est de l'exporter en décimale, comma ou virgule. C'est en fait de l'Excel. Alors voici notre document CVS que l'on a téléchargé. J'avais plusieurs données, moi, j'avais fait plusieurs pointages, et je vais juste prendre mes derniers pointages qui sont ici. Alors c'est super, on a tout ici. Les positions, nous avons le temps X et Y. Alors X on va l'enlever parce qu'entre nous, la variation X n'est pas très importante. Alors nous allons d'abord calculer la distance qui est parcourue entre le point M et le point M plus 1. C'est un petit peu l'idée. Donc la distance, la distance parcourue, vu que on l'a mis avec notre origine qui est bien en bas, pour avoir une distance qui est positive, eh bien nous faisons de la sorte, nous faisons le point moins le point juste après. Pour savoir maintenant la vitesse instantanée, que j'appelle VI, eh bien ça va être cette fois-ci la distance parcourue divisé par le temps pour parcourir cette vitesse. Et donc là, ça va être le point qui est juste après, moins le point qui est juste avant. Toujours la même histoire. Et voilà notre vitesse instantanée en mètres par seconde. Bien entendu, la dernière valeur n'a pas trop de sens parce qu'il n'y a pas de point qui est juste après. Donc on peut la supprimer. Lui, il prend 0. Alors, on peut peut-être le marquer ici, que ce sont peut-être des mètres par seconde. Ça, c'est peut-être une bonne idée. Ça, on va dire que ce sont des mètres. Hop. Et ça va super vite, ces histoires. Alors ici, ce que l'on veut faire, c'est calculer ce qu'on appelle l'énergie mécanique. Alors l'énergie mécanique, c'est deux choses. C'est l'énergie potentielle de position et l'énergie cinétique. Alors, bien sûr, ces énergies sont en joules. Et pour faire notre calcul de l'énergie potentielle de position, ce n'est rien d'autre que la masse. Alors la masse, en fait, on va peut-être la mettre quelque part, on va peut-être la mettre ici. Notre masse, on dit que c'est 250 grammes, soit 0,25 kg. On va mettre quelques petites données là. On va en profiter pour mettre G, on en aura peut-être besoin un peu plus tard. G, c'est 9,81 newtons avec un grand N par kilogramme. Hop là. Voilà, on va utiliser les données qui sont ici. Alors pour calculer l'énergie potentielle de position, eh bien c'est rien d'autre que la hauteur totale. Alors on peut estimer qu'ici c'est la hauteur totale, pas besoin de faire une différence de hauteur parce que l'origine c'est 0. Donc c'est hauteur fois G fois M, fameux MGH. Alors il n'est pas très content. Pourquoi? Parce que moi je suis tout en anglais et que c'est pas des virgules, ce sont des points. Donc vous avez certainement votre Excel en français, mettez-le mettez-le comme il se doit. Alors on peut mettre que quelques petites, voilà, 15,4 joules, c'est très bien. Alors maintenant, si j'étends ma formule, je vais avoir un petit problème, c'est qu'il va aller chercher automatiquement les valeurs qui vont descendre, mais celle-ci, il va aussi descendre. Donc ça pose un petit souci. Ce n'est pas un problème, il n'y a que des solutions, on est en physique-chimie. En fait, on va dire que G est toujours le même, donc je mets des petits dollars avant et après la lettre. Pareil pour la masse qui est toujours la même, il va toujours chercher au même endroit. Et en fait, ça va figer ma formule. Et maintenant, je refais.
Voilà. Et voilà mon énergie potentielle de position au fur et à mesure du temps. Maintenant, je vais faire l'énergie cinétique. L'énergie cinétique, c'est 1 demi de mv carré. 1 demi, c'est 0,5. M, il est ici. Alors, vous vous souvenez, hein, vu que M est toujours au même endroit, eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des petits dollars pour qu'il aille chercher la majorité au même endroit. M. Et on a dit que c'était fois la vitesse au carré. La vitesse, elle est ici même. Et si c'est au carré, eh bien, on va mettre le petit chapeau. Il faut appuyer 2 fois sur la touche du chapeau, c'est un petit peu embêtant. Au carré. Voilà. Mon énergie cinétique, je la mets jusqu'en bas. Et voilà. Donc, maintenant, nous avons l'ensemble de nos énergies. L'énergie mécanique, qui est aussi en joules, eh bien, c'est rien d'autre que la somme de l'énergie potentielle et de l'énergie cinétique. Je fais ma petite addition. Et voilà. Maintenant, on va essayer de voir comment évolue l'énergie potentielle, l'énergie cinétique et l'énergie mécanique en fonction du temps. Donc, ce que je vais faire un joli graphique. Alors, on a déjà une petite idée, mais sous forme de graphique, c'est quand même plus sympa. Nous allons faire un nuage de points de la sorte. Voilà. Et on va regarder si tout est bien. Alors, voici notre énergie mécanique qui est là. Alors, j'ai un petit souci, c'est que si je regarde, il me prend comme X EP. Voilà, ici j'ai pas le bon bidule. Alors ça arrive souvent. Hein. Alors on peut le faire directement comme ça. Ok, tu veux me trouver l'énergie mécanique, mais moi je vais le faire en fonction du temps. Donc je vais décaler ici. Hop, qu'il me fasse en fonction du temps. Pareil là, en fonction du temps. Je pourrais faire pareil ici hein, pour l'énergie potentielle. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Ah, alors lui il a fait n'importe quoi. C'est qu'il m'a inversé le X et le Y. Alors c'est vraiment n'importe quoi. Hop, je vais le mettre comme ça. On va y arriver, hein. Énergie potentielle. Ah, voilà, c'est quand même déjà plus beau. Alors, on va prendre toutes les données. Bien entendu, hein, si vous voulez changer tout ça, vous pouvez aussi directement ici, aller dans sélectionner les données. Et ici, vous pouvez directement sélectionner. Par exemple, pour le X, je peux sélectionner quel est le X. Hop, je sélectionne là. Le Y, je sélectionne là. C'est exactement la même chose. C'est quand même beau tout ça. Hein. Donc ici, je vais donner un nom. Hein, c'est l'évolution de l'énergie mécanique. C'est beau. J'ai déjà ici mes données. Je vais le laisser tel quel. Alors, par contre, je suis pas trop content du nom qu'il donne. Il me dit que c'est EC ici. Ah, ici il me dit que c'est TS. Non, c'est pas TS. Ici, c'est l'énergie potentielle. Voilà. Et l'énergie cinétique, hop, je vais oublier de marquer que c'était en joules, hop, je le mets ici. Alors ce qui est bien en fait, c'est que si on fait de la sorte, ça se change automatiquement. Alors là, je voudrais bien mettre des petits noms. Donc je vais dans le design et je vais ajouter un nom. Alors légende. Alors je vais regarder dans les axes, dans le vertical, et là on peut marquer énergie. Alors c'est l'énergie mécanique, hein. On joue, mais c'est l'énergie de manière générale. Et voilà. Et donc, qu'est-ce que l'on observe? Et franchement, c'est vraiment très très beau. Alors on a le dernier point qui est un peu bizarre, hein. C'est normal, hein. Le dernier point, c'est souvent un petit peu le dernier pointage qui est un petit peu moche. Et puis surtout, j'ai pas la donnée de vitesse hein, pour mon dernier ici. C'est normal parce que j'ai pas de point qui est juste après. Juste après, ça se crache. Donc, on a le droit hein, de prendre tout, sauf la dernière donnée. Voilà. Ça, c'est des choses qu'on voit hein, au fur et à mesure. Hein. On peut ne pas s'en rendre compte tout de suite. Et voilà. Vous avez vu, là, ça commence, le montant est un petit peu bête ici. Alors, je vais peut-être ici lui dire, bah, t'es gentil, mais en fait, tu vas commencer, on commence à 1,4 secondes. Donc, on va mettre 1,4. Et comme ça, on a quelque chose qui est beau. Voilà, la physique, c'est beau, on peut le laisser de cette manière. Donc, qu'est-ce qu'on observe? On observe que l'énergie mécanique se conserve bon an mal an. Ça a une tendance à baisser, mais bon, ça va à peu près. C'est presque conservé. On observe quelque chose quand même qui est vachement chouette. On observe que l'énergie cinétique, elle, augmente, pendant que l'énergie potentielle, elle diminue.
Alors forcément, l'énergie potentielle, à la fin, elle atteint de nouveau à 0. C'est vrai que vu que je prends pas ma dernière donnée, hop, je peux l'enlever ici. Ça reviendra un petit peu au même. Voilà. Donc il y a un transfert des énergies mécaniques entre l'énergie potentielle de position et l'énergie cinétique. Il y a quasiment une conservation. Elle n'est pas entière cette conservation. On observe qu'il y a des pertes. Donc la question c'est de se poser d'où viennent ces pertes. Est-ce que l'énergie s'envole? Il faut réfléchir à, eh bien, l'énergie mécanique est légèrement perdue, et bien elle est perdue dans des choses qui sont très précises, et ça il faut le déterminer. Et voilà l'analyse de la chute d'un œuf.